Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence de l'instant archéo. Je vois que vous êtes très nombreux et je pense que c'est tout à fait naturel parce que le sujet promet d'être passionnant. Alors je vais, comme de tradition, présenter très brièvement notre conférencière, hein, Claudine Munier. Alors Claudine Munier est archéologue spécialiste de l'Antiquité gallo-romaine. Elle a travaillé pendant de longues années à l'Institut national de recherche archéologique préventive. Et il y a quelques années, elle a rejoint la direction du patrimoine historique de la ville de Besançon, plus précisément le service commun d'archéologie préventive de la ville de Besançon. Alors parmi ces faits d'armes, elle a travaillé, elle a participé aux fouilles dans le cadre du parking des remparts des Rasés. Elle a également travaillé dans le cadre des fouilles du Collège Lumière et on lui doit, avec Christophe Gaston, la coordination de la publication sur les deux mousses du Collège Lumière, justement. Alors elle a plusieurs cordes à son arc et elle est aussi spécialiste du verre antique et à ce titre, elle est présidente de l'association française pour l'archéologie du verre. Et dans ce cadre-là, elle a co-organisé et co-édité avec Inès Pacta, une de nos jeunes thésardes, une de nos jeunes docteurs en archéologie, un colloque sur l'archéologie du verre du 8e au 16e siècle en Europe occidentale. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas sa spécialité en tant que euh, sur le verre antique, mais plutôt dans le cadre de des fouilles réalisées récemment sur Besançon qu'elle intervient, avec en fait ce qui constitue la plus récente grande fouille réalisée à Besançon, hein, celle de l'îlot Pasteur. Je dis la plus récente parce qu'il y en aura probablement d'autres dans les années qui viennent. Il y a eu, par exemple, elle a dirigé récemment un diagnostic à l'emplacement de la future grande bibliothèque et on peut espérer qu'il y ait dans l'avenir de nouvelles fouilles. Voilà, donc j'en dirai pas plus. Donc je vais céder la parole à Claudine pour sa conférence et puis ensuite on aura naturellement la séance de questions traditionnelle. Voilà. Merci Philippe pour cette présentation. Merci à tout le monde d'être là. C'est toujours agréable et appréciable de parler en public et de présenter une fouille telle que celle des passages Pasteur. Alors oui, effectivement, c'est une fouille récente, mais qui a déjà 10 ans quand même, mais qui nécessite encore des mois et des années d'études pour la publication scientifique en tout cas. Donc avant de présenter tous les résultats scientifiques, quelques chiffres pour vous présenter la fouille. Alors déjà, évidemment, la localisation. Je pense que tout le monde connaît bien les passages Pasteur actuellement. Sur cette photo, donc, on peut voir l'emprise du chantier par rapport à la taille du quartier. Donc il y avait à peu près 4000 m², 3000 à 4000 m², en plein cœur d'îlot. Donc l'îlot qui est limité par la Grande Rue, le Cardo antique, la rue Pouillet qui longe le Doubs, la rue du Lycée au sud, et puis la rue Pasteur et la rue du Loup sur le côté est. Donc sur le plan, vous pourrez voir... j'ai pas la même version sur mon écran là, et là, c'est normal. Ah non, si c'est bon. Oui, oui. Oui, oui, c'est bon, excusez-moi. Oui, c'est parce que j'avais déjà le plan de la suivante. Alors, les quelques chiffres. Donc, on est une équipe de 15 à 20 archéologues, en collaboration donc le service municipal d'archéologie et l'INRAP. La fouille a duré un an et demi, divisé en deux tranches, séparées par 6 mois d'interruption, destinées à conforter les avoisinants et construire le silo du futur parking. Donc en fait, on a fouillé sur 3 mètres d'épaisseur sur la première année, en 2010, et sur à peu près 3,50 m à 4 mètres la deuxième année.
Parallèlement, une étude de bâti a été réalisée sur un quartier, sur le secteur entre la Fouille et la place Pasteur pendant 3 mois, 2 mois et demi à 3 mois. Une étude de bâti dirigée par Valérie Viscusi de l'INRAP. Le site était pollué aux hydrocarbures et aux métaux lourds, donc on a eu toute une série de protocoles et de contraintes importantes liées à la gestion des pollutions. Et enfin, le rapport de fouille a pu être rendu fin 2016. Le plan donc, de cette fouille dans le quartier, sur le cadastre ancien, pour insister encore une fois sur la localisation en plein cœur d'îlot et la position de 2 hôtels particuliers dont on va parler en fin de conférence. L'hôtel de la Balme ou Vieille Intendance, donc c'est le bâtiment qui est dessiné en bleu, et en vert, l'hôtel de Rosières qui a fait l'objet de l'étude de bâti. Alors pour redébuter, le quartier avant le quartier, qu'est-ce qui s'est passé avant l'occupation humaine? Quelles ont été les études menées sur ces secteurs profonds? Donc on a fait appel à une géomorphologue pour documenter tous les niveaux anciens, puisque les sondages, les diagnostics préalables à la fouille avaient déjà permis de vérifier la profondeur des vestiges, la présence de niveaux de débordement et d'inondation du Doubs, et la présence d'un paléochenal qui limitait le chantier dans sa partie est et sa partie nord. Donc ces niveaux anciens correspondent effectivement à des graves ou à du sable, des limons fins, qui correspondent aux diverses phases d'inondation du Doubs et qui vont aller jusqu'au tout début du 1er siècle, nous permettant de préciser que les toutes premières occupations correspondent à des premiers bâtiments qui datent du tout début du 1er siècle. Alors, préalablement à ces premiers bâtiments, on a retrouvé quelques pieux d'aménagement des poteaux et des pieux, d'aménagement assez ponctuels qu'on n'a pas pu identifier. Ces aménagements, on ne sait pas exactement à quoi ils correspondaient, sans doute des systèmes de passerelles dans un quartier encore très très marécageux. En tout cas, les tout premiers solins, les tout premiers foyers découverts permettent de préciser qu'on est au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc aucune occupation gauloise, contrairement à ce qu'on connaît dans Besançon, hein, toutes les fouilles, quasiment toutes les fouilles réalisées jusqu'à là attestaient la présence d'occupation gauloise assez importante de l'Athènes finale. Ici, pas du tout. Alors, quelques tessons, quelques monnaies. Alors, 6 monnaies de la fin de l'Athènes D2 et puis 400 fragments de céramique, mais qui sont des éléments qui sont produits encore jusqu'à la période augustéenne et utilisés en tout cas jusqu'à la période augustéenne. En tout état de cause, très peu de résidualité. Donc, les céramiques anciennes, athéniennes, souvent on les retrouve assez longtemps dans les niveaux de remblai parce que les occupations gallo-romaines vont percer les niveaux anciens. Hein. Chaque fois qu'on fait un mur, on creuse des fondations très profondes, on remonte les remblais anciens. Et par exemple, au Collège Lumière, on avait encore 30% des céramiques gauloises dans les niveaux gallo-romains et cela jusqu'au IIIe siècle. Ici, on a un pourcentage de 0,5%. Donc vraiment, encore là, un élément qui nous démontre que l'occupation gauloise est totalement inexistante. On a pu vérifier aussi, alors je vous dis tout ça un petit peu pour me justifier, parce qu'on a effectivement eu beaucoup de mal à fouiller les tout derniers niveaux en raison des montées d'eau et de la fouille, des derniers mois de fouille en fin d'année 2011 et début d'année 2012. Donc en plein hiver, au moment où le Doubs est le plus haut. Et donc effectivement, on a eu beaucoup de soucis d'inondation, malgré les pompages constants. Mais on a pu vérifier après la fouille. On a pu réintervenir ponctuellement pour vérifier les niveaux profonds. C'est ce que montre cette photo, où on voit vraiment les tout derniers niveaux d'occupation en marron
et dessous les graves et les niveaux de débordement à l'altitude de 238 mètres qui correspondent vraiment au niveau de la nappe phréatique. Alors ces toutes premières occupations de la fin de l'époque augustéenne correspondent à des solins, quelques foyers et des déchets de travail du métal. Donc on a des installations qui sont difficiles à préciser. Hein. Ces solins ne nous permettent pas de préciser la dimension et l'aspect des bâtiments. Mais en tout cas, on a quelques sols et quelques foyers avec des déchets de travail du métal qui nous permettent en tout cas de préciser qu'on a des occupations, pérennes ou ponctuelles, on ne sait pas le dire. Et puis ces alignements de poteaux qui sont un petit peu plus anciens, hein, la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui là sont vraiment des installations sans doute liées au marécage où on a besoin de venir pêcher, installer des viviers éventuellement. Voilà une image de la fin de la fouille, hein, donc je vous laisse voir que c'était assez délicat de terminer dans des bonnes conditions. Donc on a pu documenter quand même au maximum les informations sur les niveaux les plus précoces. Les clichés de Puisard aussi, qui permettent aussi de montrer que par la suite et continuellement jusqu'à aujourd'hui, on installe des systèmes pour drainer le sous-sol et éviter au maximum tous ces problèmes de remontée d'eau. Sous Tibère, une première maison maçonnée est construite, ainsi qu'une rue. Donc c'est ce que vous voyez. Donc le plan est toujours orienté au nord. Hein, c'est vraiment ce cœur d'îlot que je vous montrais en début de conférence. Donc une rue qui vient traverser l'îlot nord-sud à peu près, et qui n'est pas rectiligne, on y reviendra, mais on s'est posé la question justement de pourquoi cette rue n'est pas rectiligne. Sans doute est-ce lié au problème d'hydrologie justement, et de la présence des paléochenaux, et sans doute que cette rue est un petit peu structurée en fonction de ces paléochenaux, et peut servir éventuellement de digue pour assainir toute la partie ouest du quartier. Donc cette première maison tibérienne vient justement s'installer juste à l'angle de cette rue, à l'endroit où elle va dévier un petit peu vers l'ouest, le nord-ouest. Cette première maison est en pierre, liée au mortier. Et juste après cette construction, est installée une esplanade ou une cour. Hein, c'est ce que vous voyez en haut à droite. On pense que ce n'est pas une rue vu sa largeur, mais sans doute une esplanade dans laquelle est installé un puisard qui là vient drainer les niveaux inférieurs. Au milieu du 1er siècle, le quartier est complètement transformé. Là, on a une décision politique importante qui impose une occupation complète de ce quartier avec la création d'un lotissement. C'est-à-dire qu'on arrase la maison tibérienne antérieure et en un seul programme architectural, on va édifier un quartier avec des maisons en bord de rue. Donc des maisons moyennes, de taille moyenne, qui font entre 300 et 400 mètres carrés, qui longent la rue. Et dans la partie ouest, des maisons résidentielles beaucoup plus importantes, imposantes, qui vont être, elles, plutôt ouvertes côté Doubs, côté rivière. Et donc la preuve de deux statuts sociaux différents dans le même quartier, en même temps, hein, à la fois résidentiels et commerçants artisans. Alors ces maisons, on a pu définir les limites parcellaires de chacune d'elles, qui proposent des maçonneries bien classiques, antiques, hein, d'opus vitatum bien réguliers, avec des élévations encore bien conservées, comme vous voyez sur la photo, et des diverses installations. Donc on a pu définir 2 ou 3 maisons résidentielles dans la partie ouest, et 9 maisons en bord de rue,
3 sont complètes, les autres sont évidemment en limite de fouille, donc incomplètement fouillées. Mais en tout cas, les 3 au centre du chantier ont été complètement... leur périmètre a été complètement observé, fouillé et étudié. Donc, le travail de l'archéologue a consisté simplement à phaser tous les éléments fouillés. On a énormément de structures antiques qui obligent à un exercice un peu compliqué mais passionnant de restituer chaque évolution de chaque maison et donc du quartier en lui-même, et qui nous permet de restituer cette espèce de frise de l'occupation antique. Donc on va y revenir au fur et à mesure. La caractéristique principale de ce quartier antique, c'est son grand dynamisme architectural. Vous voyez là par exemple deux restitutions dues à Christophe Gaston qui permettent de voir le quartier vers 40 et la même vue vers 200, et donc qui montre bien ce dynamisme dans les constructions avec un besoin d'agrandir constamment les maisons, mais avec des contraintes importantes de limite de chaque parcelle. Donc on prend sur les espaces extérieurs des maisons, puisque chaque propriété possède à la fois une maison et sur l'arrière une cour ou un jardin. Et progressivement au cours du temps, on va réduire constamment ces espaces arrière pour y construire des pièces ou des annexes ou des ateliers, et ainsi donner un aspect très construit, très habité à ce quartier au fur et à mesure des siècles. Donc j'en reviens au moment de la création du lotissement, au milieu du 1er siècle. Donc on a vu les maçonneries des limites parcellaires, quelques maçonneries aussi de pièces des murs de façade, et également une série de maçonneries et de cloisons en terre et bois, et déjà des premiers décors d'enduit peint imitant le marbre. Dans la domus résidentielle ouest, qui possède donc on est sur l'arrière de la domus, sur la partie arrière, puisqu'elle s'ouvre côté doux, avec un péristyle et un balnéaire, un premier balnéaire privé, bien conservé, avec sa pièce chaude, sa pièce tiède, et tout l'ensemble technique de l'espace technique qui permet justement de chauffer ces pièces, donc avec le foyer, les supports de réservoir d'eau et le support de chaudière. En général, ces éléments, donc c'est le cliché que vous avez en bas à droite, ces structures-là sont assez rarement conservées dans les hypocaustes. Et ici, on a eu la chance d'avoir ces éléments bien conservés, constitués de récupération de fragments de tuiles et de briques. Donc, encore là, une restitution de Christophe Gaston qui montre une possibilité d'élévation de ces éléments techniques, mais aussi de la pièce chaude elle-même, avec donc le réservoir d'eau qui chauffe de l'eau dans la chaudière pour se déverser dans la baignoire, dans la grande pièce. Dans 3 des maisons du quartier, ont été retrouvés des éléments, des blocs lapidaires, des moellons, qui portaient des décors. Alors pas tous, mais sur 80 blocs, on en a une grande partie qui portent des décors sculptés, et qui en fait correspondent à de la récupération et du recyclage d'éléments qui viennent de mausolées ou de monuments funéraires du 1er siècle, et qui ont été démantelés et recyclés, retaillés pour servir dans les fondations de murs. Alors ce phénomène de recyclage est assez bien connu à la fin de l'Antiquité, mais assez rarement trouvé en fouille dans des périodes plus anciennes. Et ces éléments permettent
également Christophe Gaston. Heureusement qu'il était là, il a fait vraiment un énorme travail de compréhension de tous ces éléments architecturaux, recyclés ou non. Et là, il a pu restituer alors c'est toujours des hypothèses, hein, mais il a pu restituer 2 types de mausolées, un qui mesure plus de 10 mètres et un autre de 5 mètres, et qui montre que ce type de mausolée existait quelque part dans un des cimetières de la ville, à une période déjà précoce, puisqu'on est, au 1er siècle. Bon, voilà, c'était un peu compliqué à dater parce que le mur le plus ancien qui contenait ces blocs, certains de ces blocs, était daté de 40, mais ce mur contient 2 éléments qui seraient plutôt flaviens. Donc, est-ce que ces éléments lapidaires sont mal datés ou est-ce que ce mur n'est pas placé à la bonne place? On va se repencher sur la question. En tout cas, on est au 1er siècle, quoi qu'il en soit. Voilà le cliché qui est présenté, enfin les éléments présentés au musée lors de l'exposition. Dans le dernier tiers du 1er siècle, les maisons vont évoluer, tout le quartier va évoluer. On a déjà les maisons 3 et 4 où on voit la construction de certaines pièces et d'annexes dans les parties cours, les parties arrière, en particulier avec une installation d'un puits dans la parcelle 4, des caves aussi, hein, dans les parcelles 8 et 4, pardon. Et puis toujours des puisards, toujours notre besoin de drainer et d'éviter les inondations. Un sol en terrazzo a opus signinum dans la parcelle 6. Et puis un phénomène un peu particulier qui a été caractéristique de ce chantier, c'est, vous le voyez pour la parcelle 3, un puisard, donc c'est le cliché en haut à droite, un puisard qui a été remblayé et transformé en atelier de métallurgie. C'est-à-dire qu'on a installé, construit un foyer entre les 4 murs du puisard, et donc transformer ce puisard en petit atelier. Et on a ce cas de figure sur au moins 2 autres puisards du secteur au cours des siècles. Donc des caves, comme je vous le disais, 2 caves pour cette période-là, une cave très particulière en parcelle 8 qui est percée au fond d'un puisard, d'un puits perdu pour encore là drainer l'eau, hein, toujours ce même phénomène de soucis d'inondation. Cette cave montre plusieurs reprises, au moins 3 ou 4 reprises différentes, hein, puisqu'elle va évoluer encore au siècle suivant. Elle possède 2 soupiraux et un placard mural sur le fond, ce qu'on voit sur le fond de la paroi. Et puis on voit aussi très nettement donc, les bouchages de portes sur cette même façade du fond qui montre ces diverses reprises. Dans la maison 4, une cave va également perdurer au siècle suivant avec une reprise de son accès qui au départ est perpendiculaire à la rue et ensuite sera refait de façon parallèle à la rue. Toujours dans cette toute fin 1er siècle, le puisard qui se trouvait sur l'esplanade, hein, le tout premier puisard qui a été construit et puis ensuite surélevé, est abandonné au tournant du 1er-2e siècle. Et la caractéristique de son comblement, puisque comme la plupart des structures maçonnées en creux, lorsqu'elles sont abandonnées, elles sont en fait reléguées et transformées en dépotoirs, en poubelles. On a donc retrouvé toute une série de mobilier dans son comblement. Et la céramique, le mobilier en général, montre qu'il ne s'agit pas d'un dépotoir classique de type poubelle du quotidien, mais d'un rejet de type repas cérémoniel, avec une grande quantité de céramique de présentation, quelques pots à cuire mais miniatures,
et puis toute une série de petits flacons en verre qui habituellement sont très rares en milieu d'habitat. On les retrouve généralement dans les sépultures ou dans les sanctuaires. Et ici, on en a une vingtaine uniquement dans ce dépotoir. Donc là, un élément, un ensemble clos vraiment passionnant, intéressant, qui a fait l'objet d'une conférence à la dernière SFECAG tout récemment. Dans la première moitié du IIe siècle, eh bien, le périmètre se développe encore, le quartier évolue, en particulier dans la domus résidentielle qui change complètement d'aspect. Elle gagne un petit peu de terrain sur la partie sud et en perd sur la partie nord. Son péristyle initial est repoussé complètement à l'ouest du balnéaire antérieur et offre dorénavant un aspect beaucoup plus élaboré, beaucoup plus monumental, avec deux galeries pour l'instant. Une troisième sera installée au sud plus tardivement. Un espace ouvert qui est agrémenté d'un bassin et l'abandon du petit balnéaire initial qui est transformé en atelier de métallurgie. Donc tout ce que vous voyez en violet, ce sont les installations et les ateliers de métallurgie. Le balnéaire est abandonné, mais remplacé par un balnéaire plus grand dans sa partie sud, dans la partie sud de la domus, avec cette fois un caldarium avec chevet plat, et non plus chevet en abside comme initialement. Et donc, on a pu retrouver quelques éléments des pilettes de l'hypocauste de cette pièce. Voici une image aérienne du secteur nord, avec les diverses maçonneries des divers états. Toujours dans ce IIe siècle, la maison 3 a livré un four qui correspond en fait à un four de boulanger d'assez grand diamètre. Je crois qu'il fait 1,50 m de diamètre intérieur. Donc là, on n'est pas du tout sur de la fabrication domestique, mais bien sur de la fabrication artisanale et commerciale d'un boulanger qui produit et vend son pain. Ce four côtoie un foyer, enfin plutôt un foyer côtoie le four. Et là encore, c'est une des caractéristiques sur ce chantier, c'est qu'on a quasi systématiquement une mutualisation de toutes les structures de cuisson. On va retrouver par exemple des tables à feu, donc à côté des préforniums d'hypocauste. On va retrouver des ateliers de métallurgie à la place de l'hypocauste. C'est ce qu'on a vu avec le petit balnéaire précoce de la domus résidentielle. Et on a systématiquement association de deux foyers. On fait des économies de bois, on fait des économies de gestes. Et là, toutes les braises qui sont produites pour la cuisson du four, la cuisson du pain, donc sont produites sur le foyer attenant. Et on va ensuite, le bois brûle dans le four et ensuite on récupère les braises dans le foyer pour y cuire d'autres choses, d'autres produits. Ce petit atelier, cette petite boulangerie a la particularité aussi d'être très contrainte. On a une toute petite pièce et sans doute, très vraisemblablement, se trouve-t-elle en contrebas de la grande pièce voisine. Et donc, on devait accéder à cette boulangerie, à ce four, par quelques marches qui permettaient de descendre dans cet atelier semi-enterré. Parallèlement à la production de pain, évidemment, on a de la production de farine. Alors, pas dans la même parcelle, mais dans la parcelle voisine, la maison 4, au sud, qui a livré un certain nombre de fragments de meules. Celle qu'on voit en photo vient de la parcelle 8, mais on a effectivement d'autres fragments dans la parcelle voisine à la boulangerie, et qui sont des meules à traction animale. Donc là encore, pas pour de la production domestique, mais pour de la production artisanale. Toujours au IIe siècle, on a développement de production d'artisanat du métal, de fer et d'alliage cuivreux,
avec dans certaines parcelles, mais pratiquement dans toutes, il y en a pratiquement dans toutes un petit peu, mais certaines montrent vraiment de vrais ateliers avec une production beaucoup plus importante. Donc j'en parlais pour le petit balnéaire de la maison résidentielle qui est transformé en atelier du métal, mais également en parcelle 10, complètement au nord-est de la rue, où l'esplanade est petit à petit mangée par la présence de bâtiments. Elle va disparaître à un moment donné. Et donc ce bâtiment abrite un atelier de métallurgie avec, dans l'état du début du IIe siècle, la présence d'enclumes. Donc c'est les éléments que vous voyez sur le cliché à droite. Les pierres blanches sont en fait 2 enclumes qui permettaient de travailler le métal. Dans la deuxième moitié du IIe siècle, le quartier évolue toujours. On a la construction d'une nouvelle cave en parcelle 6 tout au sud et une autre en parcelle 9 au nord-est. La présence d'artisanat encore dans la parcelle 10 et dans la parcelle 1 tout au nord-ouest. Dans la domus résidentielle, donc, le bassin est toujours là. On a retrouvé effectivement plus que les maçonneries périphériques ainsi que le mortier de tuileaux qui permettait de maintenir, de soutenir les blocs monumentaux qui, eux, ont été récupérés pour être rebrûlés éventuellement ou récupérés dans d'autres constructions. On a retrouvé aussi dans le péristyle... alors, oui, je voulais vous remontrer. Donc là, dans cet état-là, on a une troisième galerie au sud du péristyle qui est aménagée alors qu'elle n'existait pas dans l'état précédent. Et donc, dans la galerie est, on a retrouvé des éléments de colonnes en place, tombés en fait, tombés du péristyle dans la galerie. Donc, ces colonnes permettent là encore de restituer des hauteurs de galerie et d'étudier un petit peu l'architecture de cette maison. Dans la maison 2, tout au nord du chantier, un local est complètement reconstruit. Une pièce en bordure de rue est complètement reconstruite. Les murs sont dédoublés. Et en fait, l'étude architecturale de cette pièce permet de restituer la présence d'un vide sanitaire avec le détail des encastrements de planchers, de poutres, etc. Et donc, ce qui permet d'interpréter cette pièce comme un local pour la conservation des denrées. Elle voisine une petite pièce à l'ouest qui, elle-même, est très régulièrement chauffée, c'est-à-dire que dans un état, le premier état qui est contemporain de ce local avec vide sanitaire, donc dans ce premier état, on a un atelier de métallurgie. Ensuite, on aura une cuisine avec la présence d'une table de cuisson. Et dans un troisième état, de nouveau, un foyer de métallurgie. Donc on a tout le temps dans la petite pièce voisine ouest une pièce chauffée qui va permettre également donc de donner une température suffisamment chaude au local sur vide sanitaire pour la conservation de produits alimentaires. On ne sait pas lesquels, mais en tout cas, ça a dû évoluer régulièrement et en fonction des saisons et des années. Dans la maison 1, on a retrouvé un four de métallurgie et ainsi que des éléments de scorie, de bâtiture, etc., qui permettent aussi de voir la pérennité de ces fonctions d'artisanat du métal qui se poursuivent tout au long des siècles. Dans la deuxième moitié du IIe siècle, on a dans la parcelle 9 la présence d'un hypocauste cano-rayonnant, assez mal conservé, mais bien là en tout cas. En parcelle 6, on a découvert des éléments de statuaire en marbre blanc.
dont une calotte retaillée, donc juste la chevelure et une oreille d'une statue, ainsi que 3 éléments de drapé. Ces éléments de drapé sont en 2 marbres différents, du marbre de Carrare et du marbre de Paros, montrant que là, on a au minimum 2 statues différentes. La tête est en marbre de Carrare. Donc, cette statue a été étudiée, ces éléments ont été étudiés par Véronique Brunet-Gaston, qui propose une datation assez précoce dans la première moitié du 1er siècle. Cet élément a été pareil, hein, comme les blocs qu'on a vus au début, il a été retaillé, recyclé dans les fondations d'un cellier, donc un élément qui n'était plus du tout visible lors de son recyclage. En tout cas, il proviendrait d'une statue démantelée, on ne sait pas quand exactement, en tout cas taillée, sculptée au début du 1er siècle, et qui pourrait correspondre d'après la coiffure, d'après la technique de la chevelure, de taille de la chevelure, pourrait correspondre à soit une déesse, soit une personnalité de type Antonia Minor, donc la mère de l'empereur Claude éventuellement, mais ça reste hypothétique. C'est une vue depuis la partie nord du chantier en cours de fouille. Dans la première moitié du IIIe siècle, l'évolution se poursuit. On a des aménagements assez, on va dire assez chics, hein, malgré tout, dans ces petites maisons d'artisans commerçants, en particulier des sols en terrazzo, comme dans la maison 5, qui possède également un bassin dans son jardin, ainsi qu'une table en pierre dans une des pièces. Dans la partie nord, en maison 2, on a la construction d'un hypocauste à pilettes qui présente également une plateforme maçonnée qui devait à l'origine porter un bain. Donc il ne s'agit pas juste d'une pièce chauffée, mais bien d'un balnéaire, un petit balnéaire privé. Donc le quartier s'enrichit, hein, on perçoit régulièrement, on a vu tout à l'heure avec l'hypocauste à canaux rayonnants, on s'enrichit progressivement. Les commerçants installent des aménagements qui sont habituellement plutôt trouvés en maison résidentielle. Cet hypocauste était très intéressant parce qu'on a trouvé le même, mais vraiment le même, dans la fouille de la caserne Vauban, il y a quelques années. L'échelle est la même, donc on a exactement la même dimension de la pièce, le même système de pilettes, même si pour la caserne Vauban, il n'en restait plus qu'une. Le même dispositif avec la plateforme portant la baignoire. Je vous parlais de table de cuisson. Donc voici par exemple celle de la parcelle 2, contiguë à l'hypocauste que nous venons de voir. Donc juste devant le préfornium de l'hypocauste qu'on voit sur le mur de fond, se trouve une plateforme maçonnée liée à l'argile qui correspond en fait à une table de cuisson, donc un système, ce qu'on appelle aussi un potager, de façon un peu plus impropre, mais un aménagement pour la cuisson des aliments. Voilà, on faisait un foyer dessus et on cuisait on posait les casseroles, les pots à cuire. On en a retrouvé plusieurs exemplaires sur cette fouille. Moi, c'est les premiers que je voyais, que je fouillais. On en a un dans la domus résidentielle qui est encastré dans le mur. Donc, il devait y avoir un système de cheminée qui fonctionnait avec. Et 2 ou 3 sur les 4 qu'on a fouillés ont quasiment les mêmes dimensions. À peu près 1,60 m, je crois, de long pour 40 à 50 cm de large. Dans la parcelle, donc au IIIe siècle, dans la parcelle 9, on a découvert un fumoir. Alors, si les fumoirs sont bien connus par ailleurs dans la région, c'est les premiers qu'on trouve à Besançon. Donc, on en a un en parcelle 9 et un en parcelle 4.
Voilà, ce sont les tout premiers à Besançon en tout cas. Celui-ci est assez bien conservé et possédait encore des tubulures, donc sans doute récupérées sur un hypocauste voisin, utilisées là de façon horizontale pour servir à l'air chaud, pour circuler entre le canal de chauffe et la pièce centrale qui abritait les aliments à fumer. Alors, on n'a pas pu prouver s'il s'agissait de viande, de poisson ou de légumes ou d'autres éléments à sécher ou à fumer. Mais voilà, on reste dans l'incertitude. A priori, le fumoir de la parcelle 4 servirait plutôt à fumer de la viande ou des poissons. Donc peut-être celui-ci aussi, mais on n'en a pas la preuve. Donc en parcelle 4, ce fumoir est beaucoup plus intéressant, même s'il est un petit peu moins bien conservé, parce qu'il est associé à une cuve en pierre, qui pourrait être un saloir. Et cette cuve est reliée par un caniveau maçonné à une citerne ou un puisard qui se trouve en fond de jardin. Et dans un deuxième temps, un très gros foyer est installé en avant du fumoir et pourrait correspondre à un foyer pour l'ébouillantage des viandes. On a retrouvé quelques arêtes de poissons dans la cuve, dans l'éventuel saloir. Voilà, de là à dire qu'on y fumait des poissons, c'est possible. Donc voici le détail de cet ensemble et la restitution qu'en a fait Christophe avec l'élévation du fumoir et de l'arrière de la parcelle. Dans parcelle 6, c'est une auberge, tout comme en parcelle 8, qu'on a pu détecter en lien. Alors, cette interprétation est due à la présence de deux foyers assez monumentaux, deux cheminées à contre-cœur et aux dimensions assez imposantes, et également en raison de la présence de supports de potence. C'est ce qu'on voit sur la photo de gauche, le fragment de colonne qui est juste à côté de la cheminée correspond à un support. C'est ce qu'on voit aussi sur la restitution, le petit dessin en haut à droite. Hein. Ce fragment de colonne servait à porter un poteau qui tournait au-dessus du foyer pour soutenir un chaudron. Donc là encore, hein, c'est de la production, c'est pas un petit foyer domestique, c'est vraiment de la production de commerce, d'auberge. Alors en parcelle 8, on n'a pu voir qu'une partie de ce foyer, puisqu'il se trouvait en limite de fouille, mais on a le même système, on voit aussi la potence, le support de potence sur la partie avant du cliché. Toute une série de celliers également ont été découverts, alors pour toutes les époques. Ici, ce sont des celliers du IIIe siècle. Donc ces petits éléments, ces petites structures maçonnées, quadrangulaires, qui servaient à stocker des aliments et des biens, et dans lesquels on rejetait ces poubelles une fois qu'ils étaient abandonnés. Donc là encore, on a des séries de céramiques complètes, d'objets en verre, beaucoup moins, mais quelques-uns, qui nous permettent à la fois de dater ces structures et puis d'étudier des lots de céramique et des assemblages, hein, puisqu'il y a aussi un peu de mobilier métallique qui nous donne pas mal d'informations sur les provenances, les productions et les importations. Alors à la toute fin du IIIe siècle, on a une rétraction très nette de l'habitat. La partie sud de cette partie du quartier est abandonnée et on a l'impression que l'habitat va être concentré plutôt au plus près du Cardo. Donc, dans la seconde moitié du IIIe et au début du IVe siècle, on n'a plus que les parcelles nord qui résistent. On a en particulier le rachat de plusieurs parcelles, donc la 2 et la 3 visiblement sont associées puisque leur mur de façade
est commun. On refait le mur et c'est une seule et même maçonnerie qui couvre en fait les murs de façade antérieure de ces deux parcelles. Et même chose pour la parcelle 9 et 10, les parcelles 9 et 10. Donc voilà, un changement un petit peu de type de propriété. On a l'installation de 2 fours à chaud sur les maisons abandonnées, en particulier sur la domus résidentielle et puis sur la maison 4. Donc ces fours à chaud vont servir à brûler les pierres, les marbres, etc. pour refaire de la chaux. Donc on a encore besoin de construire. La ville est loin d'être abandonnée. Le four à chaud de la maison 4 avait encore sur la bouche, le canal de chauffe était encore fermé par une pierre posée verticalement. C'est le cliché que vous avez au milieu. Et en parcelle 10, un cellier va être installé dans l'angle de l'ancienne esplanade. On va y revenir tout à l'heure. Et on va aussi revenir sur une fosse de la parcelle 11, donc de la domus résidentielle, une fosse qui va être comblée avec du mobilier que voici. Donc une fosse très intéressante parce qu'elle a livré énormément de mobilier, près de 2000 fragments de céramique, 15 kg de céramique, de l'amphore, du verre, etc., des objets en métal. L'étude céramique nous livre des informations passionnantes avec la découverte de grands plats et de grands couvercles qui sont produits en Tunisie. C'est pas très nouveau, on connaît ça, on en a partout en Gaule, enfin en tout cas dans la moitié sud de la Gaule, un petit peu à Besançon, mais là on a vraiment, on est loin d'avoir juste 1 ou 2 tessons, comme c'était le cas sur le reste du site ou le reste de la ville. On a une série de récipients, voilà, une bonne dizaine, une quinzaine de récipients provenant de Tunisie, produits au IIIe siècle. Les céramiques de Lezoux, et en particulier le mortier à tête de lion, que vous voyez sur le dessin, serait produit là aussi à partir du milieu du IIIe siècle. Donc on se situerait plutôt dans la deuxième moitié de ce siècle. Le cellier est également très intéressant parce que le mobilier, et en particulier la présence d'une vingtaine de monnaies en argent, nous permettent de dire qu'il n'a pas été abandonné et remblayé, mais sans doute incendié. Et donc, en fait, les éléments qui sont découverts dedans sont encore en place à la suite de l'incendie. Donc, les monnaies sont très abîmées par le feu. La plus récente est frappée en 238. Ça nous donne un terminus à cet incendie, mais sans doute étant plutôt dans la deuxième moitié, au cours de la deuxième moitié du siècle. Là encore, on a quelques éléments de céramique intéressants, d'assez grand standing. La présence d'éléments aussi en verre, dont alors, quelques miettes de verre doré à la feuille, irrécupérables, mais bon, voilà, c'est dommage. Et des éléments en métal, dont ces petites bagues clés et petites clés de coffret, qui étaient peut-être les clés du coffret à monnaie. Juste à côté de ce cellier, a été retrouvée une fosse dans laquelle a été découvert ce petit canif qui sert un petit peu de mascotte à l'exposition, qui est en fait un canif pliant, à lame pliante, à manche en ivoire, sculpté d'un gladiateur. Donc cet objet est difficile à dater parce que dans la fosse, on a toutes sortes de mobilier produits à partir de la fin du IIe siècle, un petit peu au IIIe et quelques éléments IVe. Bon, ça ne nous donne pas la date du couteau qui a pu durer sur plusieurs générations étant donné sa qualité. Il devait plutôt correspondre à un objet de luxe plus qu'à un objet usuel, soit canif, soit rasoir, mais en tout cas, on n'a pas beaucoup d'éléments
de comparaison pour le dater. L'étude de ce couteau, l'analyse et la restauration ont été faites par une étudiante au laboratoire de restauration de Mayence. Et des traces de peinture ont pu être détectées sur le bouclier. Donc il s'agit d'un hoplomach, hein, le gladiateur correspond à un hoplomach, avec sa lance, son petit bouclier rond, et puis ses jambières, coudières et son casque à cimier. Donc le bouclier était sans doute peint, de couleur blanche, rouge et bleue. Et donc le travail de restauration a permis de restituer ce magnifique objet, parce qu'à l'origine, il était vraiment très oxydé, très, très abîmé. Et là, vous le verrez au musée si vous avez l'occasion d'aller voir l'exposition. C'est un petit objet de 8 cm, je crois, donc il est vraiment très petit. J'en arrive à la rue. Donc la rue, elle a une puissance stratigraphique de 4,50 m parce qu'elle dure du 1er siècle au 14e siècle. Donc ce sont simplement des niveaux de pierre qui se succèdent à des niveaux de remblai. Voici la stratigraphie. Et des éléments, voilà, diverses vues, la coupe aussi qui montre les remblais et les niveaux de circulation. L'ensemble du mobilier qui a été découvert, alors là pour toutes les périodes, hein, je ne parle plus uniquement de la période antique, donc énormément de matériaux de construction, de céramique, d'objets en métal, en verre, en os, etc. Donc quelques images que je vais passer rapidement, de matériaux de construction, d'objets, alors ici quelques objets en lien avec l'écriture et le commerce, différents types d'objets de divers domaines, hein, social, domestique, économique, etc., que vous pourrez voir au musée. Et je passe au Moyen-Âge. Donc au milieu du Moyen-Âge, quelques structures sont encore visibles. Quelques structures antiques ont résisté, en particulier la rue, et des limites parcellaires qui ont quelques murs qui ont dû être encore visibles un temps. Et certaines sépultures donc, sont alignées soit avec le mur de parcelle nord, soit avec la rue. Ces sépultures ont quelques-unes d'entre elles, donc on en a trouvé 22. La moitié ont fait l'objet d'analyse C14. Et les datations nous permettent de les situer soit entre, on va dire grossièrement 700 et 1100 pour une datation en intervalle large, ou entre 800 et 1000 pour un intervalle C14 un peu plus serré. Il s'agit d'une population assez modeste, mixte, avec hommes, femmes, enfants, qui définit une petite nécropole isolée de tout bâtiment religieux. Ce phénomène est assez courant à cette période-là, puisqu'avant le XIIe siècle, on n'a pas encore forcément de rapprochement entre le cimetière et l'église. Ensuite, on passe à la fin du Moyen-Âge. Entre-temps, pas grand-chose de visible sur le site. À la fin du Moyen-Âge, on a quelques structures assez légères sur la fouille. Et puis, comme je vous le disais au début, avec l'étude de bâti sur toute la partie près de la place Pasteur, d'autres informations qui nous ont été livrées par cette étude de bâti. Une première étude qui avait été faite en 2008 par Archéodunum sur la cave du restaurant et du café Lef. Et puis donc l'étude de bâti en 2011, réalisée par Valérie Viscusi. Donc on a travaillé un petit peu à la restitution des rues, parce qu'on se posait beaucoup de questions sur ces rues. On sait que la rue antique est pérennisée au moins jusqu'au XIVe siècle. Elle semble être remplacée au XVe siècle par la rue du Loup, qui à l'origine devait avoir une branche rejoignant la grande rue, donc une patte d'oie entre la partie qui tourne sur la rue Pasteur et la branche qui rejoint la grande rue. Ces éléments nous sont donnés par le parcellaire, l'étude parcellaire, et les observations faites par Valérie
sur les façades des bâtiments observés dans la partie étudiée. Un élément important, toujours lié à la rue, c'est la découverte dans les niveaux hauts de la rue d'une borne qui en fait se trouve très très précisément au centre de l'îlot. Elle se trouve à égale distance de chacune des 4 rues qui encadrent l'îlot, me faisant plutôt interpréter cette borne comme médiévale. Alors, est-ce qu'on est au milieu du Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge? C'est difficile de le préciser. En tout cas, on a très peu de mobilier médiéval sur cette rue. On a essentiellement du mobilier gallo-romain, mais on sait qu'elle perdure assez longtemps. Et je ne pense pas qu'on ait un parcellaire aussi précis à l'époque antique qui soit exactement le même qu'aujourd'hui. Donc je pense plutôt qu'il s'agit d'une borne du Moyen-Âge. Et c'est encore un travail qui nous reste à faire pour préciser ces informations. Donc au milieu du Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, on a retrouvé quelques structures assez légères de type habitat ou, en tout cas pour la maison nord, ou grange. Atelier de métallurgie aussi pour le petit bâtiment semi-enterré au centre du chantier et pour la petite cave nord-est. Et puis l'arrière de bâtiments sur la partie sud, donc des bâtiments ouverts sur la rue du lycée. Dans la partie ouest du chantier, on a découvert une glacière maçonnée, donc un système en entonnoir, une structure maçonnée en entonnoir qui permettait de stocker de la neige ou de la glace sur un plancher posé sur le ressaut de la structure. Là encore, ce type de structure, lorsqu'il est abandonné, est transformé en poubelle. Donc on a pu y retrouver un certain nombre d'objets, dont des éléments en bois et en cuir conservés par l'humidité ambiante. Cette glacière appartenait sans doute à des personnes assez riches, puisqu'on y a trouvé des éperons de chevaux, et également de la faune d'animaux chassés, de gibier, très très variés. Sur le même côté de la façade ouest du chantier, on a retrouvé aussi une façade encore en élévation qui est sans doute aussi à dater de la fin du Moyen-Âge, avec en partie basse encore la porte d'origine et la partie inférieure d'origine du bâtiment. Lors de l'étude du bâti, rue du Loup, l'étude d'une façade donnant sur la rue a pu être réalisée à la suite on connaissait déjà la présence de ces petites baies en lancette qui sont au centre de la façade et qui nous donnaient déjà des indications sur la période ancienne de ce bâtiment. Donc après décroutage des enduits muraux, on a pu étudier cette façade et vérifier, remarquer la présence du pignon d'origine. Donc c'est ce que vous avez au niveau des flèches bleues. L'étude de l'élévation a permis de phaser toutes ces constructions et de préciser qu'on a là une façade de la fin du Moyen-Âge en jaune et déjà installée sur un bâtiment plus ancien, ce qu'on voit en orange. Ce bâtiment correspond vraisemblablement, mais ça reste hypothétique, à la vicomté, parce qu'on sait par les archives qu'elle se situe dans ce quartier et que ce type de façade ne correspond pas à de l'habitat classique, de par ses baies étroites, et ni à une maison de commerçants. Donc peut-être et sans doute la vicomté, donc un bâtiment administratif et judiciaire se trouvait dans cette rue. À côté de ce bâtiment, sur la fouille, une citerne maçonnée a été fouillée également. Comme pour la glacière, elle a été à un moment donné abandonnée au début du XVIe siècle, mais a livré toute une série de mobiliers qui, pour la plupart, à mon avis, sont plutôt de la fin du XVe siècle,
sauf cette petite coupelle en grès qui est en haut au centre, qui, elle, c'est du grès du Beauvaisis. L'étude céramologique nous permet de la dater du tout début du XVIe. Et comme elle se trouvait au fond de la citerne, on peut dater en tout cas cet abandon du tout début du XVIe. La structure a livré aussi un grand couteau de cuisine, ainsi qu'un épi de faitage en bois carbonisé, qui appartient, donc ces divers éléments appartiennent à une structure assez riche, puisqu'on y a aussi trouvé des éléments de harnachement de cheval, ainsi que des chaussures en cuir, une bottine et une poulaine, et également un étui à beusicle en laiton, sans doute en laiton, qui là encore définissent des éléments assez élaborés et de personnalité assez aisée. Donc sans doute liés à la vicomté et à ses propriétaires. Quelques autres éléments de la fin du Moyen-Âge. Pour la période moderne, on revient donc au plan que j'avais présenté tout au début, avec la présence d'un hôtel particulier qui correspond en fait à l'achat de plusieurs parcelles médiévales regroupées pour créer un grand hôtel d'une personnalité aisée. Il est sans doute édifié à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle, mais on ne connaît pas alors son propriétaire. On sait simplement qu'au début du XVIIIe siècle, il appartient à la famille Mignot de la Balme, qui va le louer tout au cours du XVIIIe siècle à la ville pour y loger l'intendant. Donc on a pas mal d'informations sur ce bâtiment au XVIIIe siècle, au moment où ce bâtiment correspond à l'intendance, et en particulier ce plan levé en 1754, qui nous indique la fonction de chacun des espaces, aussi bien des pièces d'habitation que des annexes dans le jardin. Donc la fouille sur le plan central, la fouille en rouge correspond au jardin essentiellement, et on a pu retrouver toute une série d'éléments qui correspondent au plan. Donc on a pu coller quasiment les structures relevées par la fouille sur le plan ancien. Donc en particulier les pavages des chemins menant aux écuries, le reste d'un foyer monumental qui devait correspondre à une boulangerie, une glacière qui a sans doute été installée pour les besoins de l'intendant, et la petite porte qu'on voit sur le plan en relief qui a été bouchée et qui était encore visible sur la façade du bâtiment actuel. Juste à côté, donc donnant sur l'actuelle place Pasteur, se trouve un autre hôtel particulier, acheté à la fin du XVIIe siècle par la famille Chapuis de Rosières, qui récupère aussi le bâtiment de l'ancienne vicomté. Donc ce bâtiment a été en partie étudié lors de l'étude du bâti et a permis de découvrir un certain nombre de structures et d'éléments de cet hôtel particulier. Par exemple, ces dessins de licornes qui encadraient une baie dans des bâtiments et qui correspondent aux armoiries de la famille. Sur le chantier lui-même, on a fouillé un puits médiéval qui est utilisé, qui a été restructuré plusieurs fois et utilisé jusqu'au début du XXe siècle. Dans son comblement a été retrouvé un petit tonneau qui correspond en fait à un baril à anchois, et des marques pyrogravées sur les douelles du baril nous permettent de préciser qu'il provient de Collioure, d'où l'interprétation de baril à anchois ou à sardines, qui sont des productions de Collioure par un producteur qui s'appelle Cande ou Candès, qu'on retrouve sur le cachet. D'autres structures du XIXe siècle qu'on retrouve sur le plan, le cadastre napoléonien, une cave à charbon, des petits éléments, des petites structures de conservation, petits garde-manger, une cave qui a été comblée au XIXe siècle, mais jusqu'au tout début du XXe siècle. On a quelques flacons en verre qui sont typiques du tout début XXe siècle, mais la plupart des éléments sont plutôt XIXe.
Et puis pour le XXe siècle, quelques récipients encore plus proches de nous, avec ce pot à moutarde par exemple, produit par un Jacques de Mongeau, qui est en fait moutardier dans la Grande Rue. On a pu retrouver son nom dans les archives. Et puis plus proche de nous encore, eh bien, la fin du chantier et la réalisation des passages Pasteur qui vous permettent que vous pourrez retrouver au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, avec une exposition qui est ouverte et visible jusqu'au début janvier. Voilà, je vous remercie.